Découvrez les secrets de l'un des peuples les plus densément peuplés et prospères de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Une ville-capitale posée sur l'eau, une agriculture unique, un aliment oublié, appuyé par l'interview de l'anthropologue Pierre Morel, dans cette vidéo, venez avec moi à la rencontre des mystérieux Aztèques. Bienvenue sur Spirulis, la chaîne qui parle de spiruline de manière insolite. Bien plus qu'un simple effet de mode, la spiruline est consommée depuis des siècles par l'être humain. Pas partout dans le monde, je vous l'accorde. Elle se développe naturellement dans les lacs alcalins légèrement salés, sous la chaleur équatoriale. C'est dans ce contexte que je vous ai récemment parlé de sa récolte au Tchad par le peuple de Kanem, où il l'appelait le dyé. Il la récoltait dans certains lacs et la faisait sécher au soleil. Et au même moment, à des milliers de kilomètres de là, sans se consulter ni même soupçonner l'existence l'un de l'autre, un autre peuple cultivait également la spiruline. Dans cette vidéo, nous traversons l'Atlantique pour nous rendre au Mexique, bien avant l'arrivée des colons à l'époque florissante des Aztèques. Rendons-nous à l'emplacement actuel de la ville de Mexico. À l'époque, le paysage était bien différent, car à la place de la ville, il y avait un lac. Oui, vous rêvez pas. C'était sur le grand lac de Texcoco où il y avait une ville hors du commun. Une ville entourée de parcelles montées sur pilotis. Cette ville s'appelle Tenochtitlan. Au début du 2e millénaire, les Aztèques qui vivaient à Tenochtitlan, leur capitale, savaient déjà tirer profit des ressources que leur apportait le lac Texcoco. Ce lac était partiellement marécageux. Il offrait le terrain idéal pour une forme d'agriculture vraiment innovante, surtout pour l'époque. Une agriculture hors sol qui se rapproche un peu de la permaculture ou de l'aquaculture. Il s'agissait des Chinampas. Les Chinampas étaient de véritables petites îles flottantes, façonnées à partir d'un agencement de roseaux et de piquets en bois, immergés à la surface de l'eau. À l'intérieur de ces structures, un amalgame de boue et de végétaux aquatiques s'accumulait, formant un sol fertile s'élevant jusqu'à 1 mètre au-dessus de l'eau. Pour renforcer ces petits îlots, étaient plantés des arbres à chaque coin de l'installation. Cette ingénieuse technique agricole était accompagnée d'un système d'irrigation, permettant à l'eau de circuler ainsi que les poissons et les sédiments. Grâce à leurs chinampas, les Aztèques consommaient le maïs, les haricots, les tomates, le cacao, le piment, mais ils profitaient également des ressources du lac, donc poissons, canards, grenouilles. Ils chassaient un petit peu le gibier et faisaient assez peu d'élevage. Ils consommaient le dindon et le chien. Oui, un chien particulier, sans poils, qui existe toujours de nos jours, c'est le chien nu du Mexique. La viande était très peu abondante. La majorité de la population devait être, théoriquement, en forte carence en protéines. Ils devaient être physiquement faibles, surtout qu'ils n'avaient ni bétail ni chevaux pour tirer les charges lourdes. Tout se transportait à dos d'homme ou par bateau. C'est assez étonnant quand on voit les pyramides qu'ils ont réussi à construire. Néanmoins, cette population était florissante et même grandissante, car ils avaient une arme secrète pour maintenir la population forte et en bonne santé. Vous l'aurez compris, il s'agit de la spiruline. Et pour eux, elle était abondante. Ils vivaient littéralement dessus, comme en harmonie avec elle. Ils l'appelaient le Tecuitlal. On peut traduire littéralement Tecuitlal par excrément de roche. Pas très vendeurs, ils étaient pas très bons en marketing. Et malgré cette appellation peu flatteuse, ils l'adoraient. À certaines périodes de l'année, ils la récoltaient en masse à la surface des lacs à l'aide de larges filets à mailles très fines. Pour en apprendre davantage sur les Aztèques et leurs coutumes liées à la spiruline, j'ai décidé de contacter un anthropologue spécialiste de la question. Voici notre échange. Je m'appelle Pierre Morel, j'ai un master en anthropologie. En fait, je suis spécialisé sur les peuples indigènes périurbains au Brésil. Et en fait, dans le cadre de mes recherches, j'ai commencé à voir le problème de ces peuples-là étaient confrontés au fait qu'ils avaient des tout petits territoires avec une grande population. Et donc, il y avait la question de l'apport de nourriture. Et en fait, en cherchant un petit peu des cas similaires, je suis tombé sur le cas des Aztèques. Qui avait un territoire qui n'était pas si grand et une population extrêmement élevée, notamment dans leur capitale. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert la spiruline. Vous pensez que la spiruline avait quelle place dans le quotidien des Aztèques? En fait, je pense que d'abord, la spiruline, elle servait d'aliment de base pour faire un complément en protéines. Et son rôle, en fait, c'est la disponibilité. Ils vont récolter ça par panier entier. Des récits qu'on a des conquistadors, c'est des quantités phénoménales. C'est-à-dire que le vent pousse dans un des angles du lac, une couche où on s'enfonce jusqu'au mollet dedans. Et le fait que on voit bien que c'est un aliment performant en fait. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Mexico Tenochtitlan s'est développé
aussi grande, parce que c'est exceptionnel, on arrive, selon les écrits, on estime, en recroisant les données, qu'il y a entre 250 000 et 500 000 personnes. C'est plus que la plupart des grandes villes européennes qui pourtant bénéficiaient d'agriculture, de transport de marchandises beaucoup plus développé, beaucoup plus efficace. On avait développé des chariots, des routes pavées, des systèmes fluviaux aussi très élaborés. La production de viande, ça a toujours été, et ça l'est encore aujourd'hui, c'est justement le problème auquel l'humanité se retrouve confrontée. Ça demande beaucoup d'énergie, il faut énormément d'eau, énormément de temps, énormément de surface pour fabriquer 1 kilo de viande de bœuf. Là, ils n'avaient pas ce problème-là. Au final, ils peuvent chasser des oiseaux migrateurs, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a du poisson. Ça expliquerait une ville de 25 000 habitants. Quand on arrive à 250 à 500 000, il faut plus que ça. Est-ce que c'est uniquement la nourriture du peuple ou est-ce que les nobles aussi consomment la spiruline ou peut-être que c'est uniquement réservé au peuple? Pour le peuple, c'est sa source de protéines principale. Dans la société aztèque qui est très hiérarchisée, justement, on va avoir des classes sociales plus aisées qui, elles, vont pouvoir avoir accès à davantage de viande, mais ils vont aussi consommer de la spiruline puisque on sait que justement, il y a énormément de sauces qui sont faites avec et aussi, de ce qu'on comprend, on consomme ça comme un mets un petit peu à part. Les premiers conquistadors le comparent à du fromage. Et surtout parce que de la même façon qu'en fait, en Occident, le fromage s'est développé à la base dans les régions rurales pour conserver le lait sur des grandes périodes en hiver où les vaches ne faisaient pas de lait et donc faire une apport de protéines. Dans les grandes villes, c'est là où on a commencé à raffiner, à vouloir faire des fromages plus complexes, à mettre ça sur un plateau, à servir ça à la fin du repas dans les familles les plus aisées, les bourgeois, la noblesse. Et donc, il devait y avoir la même chose pour l'élite aztèque, d'avoir justement une variété de produits à base de spiruline qui était la moins pour leur qualité, on va dire, calorique et protéinée que gustative. Effectivement, c'est vrai qu'ici en Europe, on a beaucoup l'image de la spiruline en poudre, en comprimé ou en brindille. Mais donc, c'est quelque part une manière de la conserver, donc de la sécher. Sauf que eux n'avaient pas les matériaux que nous, on a ici, vu que eux, ils la séchaient à même le soleil, je suppose. Et comme ils sont dans une région humide, elles ne pouvaient pas sécher comme nous, on peut la voir ici, quoi. Ils avaient séché ça sur des systèmes de treillis suspendus au-dessus du lac, dans les zones où il y a très peu d'eau, voire sur des petites buttes. Donc, ça devait sécher, se comprimer, se tasser. Effectivement, la séchage ne devait pas être parfait. Il devait y avoir une consommation fraîche. Une partie, d'ailleurs, c'est sûr, puisque de toute façon, justement, moi, j'ai lu une histoire d'une recette à base de pulpe de tomates et de spiruline fraîche. Donc, Effectivement, c'est vrai que la spiruline fraîche est finalement assez neutre en goût. Donc, on peut lui donner un goût sucré, salé, mais peut-être qu'on pourrait révéler son goût. Et effectivement, c'est passionnant parce que du coup, on peut imaginer plein de choses autour de la spiruline. Le prêtre missionnaire Francisco López de Gomara a écrit avec précision la conquête du Nouveau Monde. Voici comment il décrit la consommation du tequitl, alias la spiruline. Il décrit qu'ils en récoltent énormément, un peu de la même manière que l'on fait pour récolter le sel. Ils font des gâteaux semblables à des briques, qu'ils vendent au marché local, mais la transportent également très loin en dehors de la ville pour le commerce. Le produit est très apprécié, un peu comme un fromage chez nous. Il décrit également que le tequitl a une saveur salée et très agréable. Ils étaient pertinemment conscients que c'était grâce à elle que les oiseaux venaient sur le lac, et de ce fait, les nourrissaient encore davantage. Pourtant, seulement 125 ans après la conquête, le tequitl n'était plus qu'un lointain souvenir. Elle était trop rustique, elle n'intéressait pas les conquistadors, qui ont petit à petit asséché le lac Texcoco pour donner la ville de Mexico que l'on connaît aujourd'hui. Malgré des siècles d'oubli, la spiruline du lac Texcoco était bien décidée à faire une entrée fracassante. Durant les années 60, la société de mines Sosa Texcoco, appartenant à Hubert Durand-Chastel, avait implanté au Mexique un étang d'évaporation, en forme de spirale, afin d'y extraire le bicarbonate de soude. Cette partie restante du lac Texcoco était toujours aussi alcaline qu'à l'époque. Et à certains endroits, le pH de l'eau était même idéal au développement de notre amie l'algue bleue verte. Bien sûr, je précise qu'à cette époque-là, personne ne connaissait la spiruline. Alors elle se remit à se développer encore et encore. Hubert et son équipe devaient sans cesse nettoyer les bassins
et les machines d'extraction commençaient à s'embourber dans une sorte d'algue venue de nulle part. Ils la sortaient de l'eau et la brûlaient comme un vulgaire déchet. Mais ils avaient beau se battre contre elle persistait. Par chance et par hasard, se déroulait à ce moment-là un congrès à Mexico sur le pétrole, où assistait Geneviève Clément, de l'Institut français du pétrole. Elle étudiait les méthodes possibles de culture de la spiruline, ceci très peu de temps après la découverte de la spiruline par Jean Léonard, un botaniste belge au Tchad. J'ai fait une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. En collaboration avec le général Félix Buisson, du corps pharmaceutique de l'armée française, s'intéressait à ce mystérieux aliment découvert en Afrique, et qui pourrait en cas d'urgence nourrir les troupes armées isolées. Hubert Durand-Chastel, après ce congrès, eut la puce à l'oreille, et il rencontra Geneviève Clément. Ils se rendirent à l'exploitation de Sosatex Coco, et après analyse, Geneviève Clément lui dit « Oui monsieur, votre production est envahie par la spiruline ». Entrepreneur dans l'âme, Hubert réalisa immédiatement que ce produit était peut-être plus intéressant que le bicarbonate de soude. Travaillant en collaboration, ils utilisèrent les techniques minières et agroalimentaires pour récolter cette fameuse spiruline. 9 ans plus tard, Sosatex Coco était le tout premier producteur de spiruline au monde. L'idée fut un grand succès car il produisait jusqu'à 300 tonnes de spiruline sèche par an. Par contre, ils ne savaient pas à l'époque, mais la méthode d'extraction de la spiruline par atomisation n'est pas adaptée à celle-ci. La méthode consiste à projeter et à brûler très rapidement la spiruline. Ainsi, elle sèche instantanément et elle est réduite en poudre. C'est d'ailleurs la même technique qui est utilisée pour produire le lait en poudre. Cette technique brûle et détruit malheureusement les nutriments qui font quand même la renommée de la spiruline, et elle perd une grande partie de ses bienfaits. De plus, cette manière de la récolter lui donne un goût infâme. Elle est détruite, donc elle s'oxyde beaucoup plus vite. Je ne lui en veux pas une seconde, car à l'époque, on ne savait pas que c'était une mauvaise manière de récolter. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, du coup, ça m'attriste de voir que des industriels peu scrupuleux continuent à utiliser cette technique, et à ternir la réputation de la spiruline. D'ailleurs, je pense faire une vidéo sur le sujet très prochainement. Cette spiruline de mauvaise qualité est facile à reconnaître par n'importe qui. Il suffit de la sentir. Si l'odeur vous est désagréable, c'est que c'est pas bon. Le souci, c'est que cette spiruline de piètre qualité est aussi la plus facilement trouvable sur le marché. Et elle a contribué à la légende de la spiruline dégoûtante. Mon objectif est d'enlever cette idée de la tête des gens. Dites-vous que n'importe quel produit, s'il est pulvérisé, cramé, oxydé et servi en poudre, il sera jamais bon. En France, il y a beaucoup de petites fermes à spiruline qui ont bien compris cela, et qui donc respectent la spiruline. Le bon spirulinier la sèche à basse température pour conserver ses bienfaits et pour ne pas altérer son goût. La vraie bonne spiruline a un goût très légèrement salé et très doux. Sur ma chaîne, je ne collabore ou ne donne de la visibilité qu'aux fermes qui font un excellent travail et qui respectent la spiruline. Et si vous voulez tout de suite découvrir la bonne spiruline, je vous propose la spiruline de Julie que j'ai eu la chance de goûter et que je trouve très douce en goût. Vous trouverez un lien en description ou en commentaire, ainsi qu'un code de réduction de 10% sur toute la boutique. Ainsi, vous bénéficierez de la meilleure spiruline au meilleur prix. N'oublions pas que nous sommes des consommateurs, et qu'il ne tient qu'à nous d'acheter des produits de bonne qualité. Ils sont certes un peu plus chers, mais tellement plus intéressants pour notre santé. Ils viennent moins de loin, donc ils sont plus frais. Il y a moins de pollution pour les transports. Et en plus de cela, on soutient les petits producteurs de chez nous qui ont à cœur de produire un produit de qualité. Donc si on y réfléchit, le rapport qualité-prix est quand même beaucoup plus intéressant au final. Les années 60 ont réellement été la décennie de la renaissance de la spiruline. Et je suis intimement convaincue qu'elle doit encore vivre son âge d'or.